échanges. L'Institut d'études slaves avait ce rôle pour l'Europe centrale. Ça, c'est une chose, avec des personnalités prestigieuses comme Ernest Denis au début, puisqu'il en est le fondateur, puis ensuite Louis Eisenman et quelques autres. Alors ça, c'est bien montré dans cet ouvrage. Et puis, il y a une deuxième institution dont on peut dire quelques mots supplémentaires, c'est l'Institut français de Prague. Parce que l'Institut français de Prague a cette caractéristique qu'il est cité en exemple comme une des grandes réussites culturelles de l'entre-deux-guerres. En général, quand on parle des instituts français à l'étranger qui ont commencé à voir le jour vers 1910, avec l'Institut de Petrograd par exemple, juste avant la guerre, eh bien, on cite deux instituts, l'Institut français de Londres et l'Institut français de Prague. Et l'Institut français de Prague doit son prestige aux personnes qui l'animent. Louis Eisenman l'a dirigé pendant assez longtemps, jusqu'à son décès en 1937, mais je dirais qu'il faisait des allers-retours entre Prague et Paris, et qu'il avait sur place en quelque sorte un directeur adjoint, qui était un géographe, Fred Fischel. Et puis, surtout, il y avait des enseignants absolument étonnants. Annie Guénard, qui a travaillé sur des instituts français à Prague, connaît ça mieux que moi, mais quand vous voyez un personnage comme Vladimir Jankélévitch, hein, qui est à l'Institut français de Prague, et qui d'ailleurs est assez facétieux, on va raconter des anecdotes savoureuses sur le fait qu'il s'amusait du désarroi des bibliothécaires de l'Institut français en enlevant des fiches ou en en rajoutant dans le fichier de bibliothèque. On n'imagine pas Vladimir Jankélévitch, grand philosophe de la sensibilité, en train de faire des niches pareilles. Quand vous pensez que Bert Bonnery est à la tête de la section juridique de l'Institut français de Prague, vous avez là déjà quelques noms qui vous indiquent la qualité de cet institut et le poids de cet institut dans le paysage intellectuel et surtout universitaire pragois. Alors, les institutions, c'est bien, mais comme on le sait, les médiations ne sont rien sans les médiateurs. Elles dépendent de leur qualité, de leur engagement, de la légitimité qu'on leur reconnaît. Pourriez-vous nous parler, Yergi, de quelques grandes figures de ces relations scolaires et universitaires, et nous dresser peut-être un ou deux portraits? Tout à fait. Je vais juste, en parlant des institutions, revenir sur quelques photos. C'est une maquette de l'Institut français de Prague, comme a été imaginé sur le bureau de Louis Eisenman. Finalement, un autre étage lui a été rajouté parce que la foulée des étudiants de la section scientifique et technique, c'est ça ce qui est intéressant et c'est ça ce qui nuance beaucoup le sujet, parce qu'aujourd'hui l'Institut français à l'étranger est plutôt un centre culturel et n'a pas cette vocation, si vous voulez, de cette coopération aux sciences. Et c'est médecine, exactement. Mais c'est là où il faut comprendre le vrai résultat, le vrai succès de l'Institut français de Prague. C'était l'arrivée et l'attirance pour les étudiants de la médecine et des sciences, parce qu'il leur permettait de faire les stages en France. Et dans les années 37, 38, 39 même, ça a commencé à être un sujet, je dirais, pas neutre du tout, parce que ça leur permettait à certains également de ne pas revenir en Tchécoslovaquie. Donc, l'Institut, comme on le connaît aujourd'hui, même si c'est une photo de 38, et ce qui en reste aujourd'hui, en quelque sorte, bon, c'est l'entrée derrière, c'est pas l'entrée devant, s'il vous plaît, c'est pas cette entrée-là, mais elle communique avec deux rues, et c'était l'entrée à l'école française. Aujourd'hui, l'entrée est fermée au public.
en l'issue de ces cours. Donc, en revenant aux figures, j'évoquerai encore un sujet qui nous n'apparaît pas tout de suite quand on réfléchit aux les relations franco-tchécoslovaques. On imagine le médiateur plutôt comme ça. Ici, présent, c'est Louis Eisenman, la figure absolument clé du côté français, c'est Louis Eisenman, je dirais presque équivalent d'Ernest Denis pour avant 1914 ou 1918, si vous voulez, quelqu'un qui prend le relais et est vraiment la cheville ouvrière de tout ce qui se organise du côté français en Tchécoslovaquie. Jusqu'aux détails tout à fait extraordinaires. Ici, on voit toute l'équipe de l'Institut sur le chantier de la rue Stebanska. Donc Louis Eisenman, si vous voyez bien, tout à gauche, et il allait jusqu'au détail que en creusant les fondements, ils ont réalisé qu'il y a une source d'eau très importante. Et une source d'eau dans les fondements d'un grand bâtiment. Pardon, les fondations. Les fondations, merci, les fondations. Une source d'eau peut toujours abîmer les fondations et ensuite avoir des grands problèmes techniques, logiquement. Donc Louis Eisenman réfléchissait comment utiliser cette eau comme l'eau de toilette pour faire des économies au budget des relations culturelles à l'étranger pour le gouvernement français. Finalement, ça ne s'est pas réalisé parce que l'eau était de tellement mauvaise qualité qu'elle ne pouvait même pas être utilisée pour ces raisons-là. Mais on y voit en ce petit détail à quel niveau la réflexion était réaliste et la réflexion voulait vraiment englober toutes les fondations d'un temple, qui est le terme de l'époque d'ailleurs, de la culture française. Donc je reviens sur la photo de Louis Eisenman. Louis Eisenman, vu son âge, est une exception du côté français à Prague. Et ça répète un peu ce que Antoine Marès a dit, ça veut dire la majorité des acteurs de l'Institut de l'époque, que ce soit Hubert Boeuf-Méry ou Yankelevitch déjà évoqué, et d'autres, sont des hommes, des jeunes hommes, autour de 30-35 ans. Et du coup, c'est une équipe qui est tout à fait énergétique et qui a beaucoup d'énergie, parce qu'ils sont tous à peu près du même âge, ils arrivent dans un pays en plein progrès, parce que c'est un nouveau pays, et ils se retrouvent, c'est pas une équipe politique, de la politique culturelle, si vous voulez. C'est pour beaucoup d'eux, ou la majorité, c'est leur premier poste. Donc on se trouve vraiment dans une ambiance qui est peut-être cette rencontre des individus, des parcours individuels, qui est à l'origine du succès également de cette institution, parce qu'elle veut se mettre en place, elle veut créer des choses, et elle veut, et ils ont leur âge, leur permet, ils sont très proches de leurs étudiants. Ce qui ne sera pas le cas ensuite, après la guerre par exemple, quand l'équipe sera d'une grosse partie la même, mais les gens auront déjà 50 ans ou 45 ans, et ils seront, je dirais, beaucoup moins dynamiques et resteront beaucoup plus dans la tradition des rapports. Et une autre figure à évoquer, c'est la figure qui est au milieu. C'est la première photo de Dijon, une photo de classe. C'était une carte postale également, quelque chose par lequel le ministère se représentait. Au milieu se trouve un certain Ferdinand Spicek. Et s'il y a un personnage clé, j'ai découvert, si vous voulez, dont le rôle, je me suis rendu compte pendant mes recherches, c'est exactement lui qu'il faut évoquer. Un personnage, une personnalité qui a, je
me le permet, a complètement disparu des relations franco-tchécoslovaques parce que c'était un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Mais c'est lui l'architecte de la francophonie dans l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie. C'est lui le chef de l'enseignement secondaire, c'est lui qui aide réellement, financièrement, aux institutions franco-tchèques ou françaises en Tchécoslovaquie. Et jusqu'à sa retraite, assez symbolique, 39. Louis Eismann, son décès, c'est 39. 37, pardon, 37. Lui aussi, c'est 37, je me suis trompé, excusez-moi. Donc, le 2 disparaît, si vous voulez, de jeu en même année. L'année qui, comme vous le savez tous, s'annonce déjà ou annonce déjà les événements à venir. Donc, Ferdinand Spicek, il faut le souligner de nouveau, c'est lui la personne clé pour la réussite des œuvres françaises en Tchécoslovaquie. Une plaque commémorative à Komina, un petit village à la frontière slovaque à Villers-Carpathie, où il est né, dans une famille de 12 enfants. Et chaque de ses frères ou sœurs ont fait une carrière plutôt bien. Une de ses sœurs était l'épouse d'un directeur d'une école tchécoslovaque en Slovaquie, d'où venaient souvent les étudiants, les élèves pour la section de Dijon, de Nîmes. Donc on voit vraiment un trio personnel qui ensuite aide au développement des relations franco-tchèques. Merci. Je crois qu'on pourrait ajouter beaucoup d'autres figures que vous évoquez dans votre ouvrage. Alors ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ici, c'est que vous avez fait un travail d'historien considérable avec ce livre. D'une part parce que vous êtes remonté aux sources. Vous ne vous êtes pas contenté des écrits existants, vous avez fait un véritable travail d'archéologie, de plonger dans des archives qui n'avaient pas été exploitées jusque-là. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez agi en historien parce que vous avez exercé à l'égard de ces sources votre esprit critique. Parfois très critique, et par conséquent, vous avez dépoussiéré l'histoire des relations franco-tchécoslovaques. Vous avez fui la mythologie franco-tchécoslovaque pour rétablir la réalité à partir de ces archives. Et ça, c'est un travail qu'il fallait faire. Je crois que votre travail est un travail fondamental et que, bien évidemment, on ne pourra plus parler des relations franco-tchécoslovaques dans l'entre-deux-guerres après l'apparition de ce livre, comme on pouvait le faire avant. Alors, j'aurais une question globale, peut-être. Comment pourriez-vous caractériser ces 5 décennies de relations et en même temps de formation des élites, puisque les deux thématiques sont très profondément intriquées, mêlées dans votre ouvrage. Merci. Avant que je réponde, juste un petit détail, un souvenir, si vous voulez. Il y a 2-3 moments d'une recherche d'un historien qui, en général, se passe dans les archives. C'est pas un endroit tout à fait passionnant. Ça nous permet de voyager dans les temps, on lève la tête et on se trouve paf en l'année 2015 et on se croyait être en 1918. Mais il y a 2 moments où je me suis dit que c'était bien que j'ai choisi ces sujets, mais peut-être c'était un peu trop tard aussi pour, et je m'explique tout de suite. J'en ai fait à peu près une 50aine d'interviews avec les anciens boursiers ou les anciens élèves, que ce soit aux États de Prague ou en France. Le plus âgé, le doyen, si vous voulez, a fait son baccalauréat en France en 1932. Il était en pleine santé, mais depuis, une bonne partie, je dirais plus que la moitié, a déjà disparu. Et souvent, mes lettres
de demande de faire une interview me sont revenus parce que le destinataire était inconnu ou décédé. Donc, en le faisant 5 ans plus tôt, ça serait peut-être plus possible. Bon, ça serait mieux possible, je veux dire. En le faisant 10 ans plus tard, ça serait plus possible. Et un autre détail où je me suis vraiment noirci la main de la poussière des archives, c'était au lycée de Nîmes, où on les a vraiment trouvés dans les caves. Et ça, c'était un moment tout à fait passionnant pour un historien, parce qu'en général, on travaille avec ça, ce que les archivistes, et pour ça on a des bonnes relations avec nos archivistes, ce que nos archivistes nous donnent, nous interviewent, nous classent et nous donnent ensuite. Et bien là, c'était une vraie enquête, une vraie archéologie, si vous voulez. Et donc ces deux détails me réjouissent toujours quand j'y pense à ce travail d'archive. Et maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il en reste, comment globalement caractériser ces 5 décennies de relations? Je l'ai déjà tout petit peu évoqué dans la question ou dans la réponse précédente. Je pense qu'il y a vraiment un dynamisme des années 20, un dynamisme réel, un dynamisme qui aide énormément au développement. Une volonté ou un moment, un croisement, si vous voulez, d'une volonté, et la volonté, le désir de coopérer, c'est un autre terme à souligner de ce dynamisme, qui se retrouve le côté tchèque et le côté français. Une volonté de créer, de faire monter avec cette expérience de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, une nouvelle Europe. Une nouvelle Europe, aujourd'hui, ça me paraît tout à fait être en terme, on en emploie souvent, nos politiciens en parlent souvent, mais j'ai quand même l'impression que ce dynamisme s'est transformé à une réelle activité. C'est surtout ces structures-là qui naissent dans les années 20, qui ensuite vont persister tout le XXe siècle, que ce soit l'Institut français de Prague, que ce soit ces sections tchécoslovaques ou la politique de l'ours. Donc, en tirant un bilan, je dirais, grâce à cette période des années 20, une période créatrice, on assiste à une naissance d'une politique culturelle, d'une vraie politique culturelle, avant que le terme ou le concept de la politique culturelle naisse après 1945 dans l'Europe ou au moins du point de vue de la France. Et quel bilan encore en faire? J'ai l'impression que, et peut-être je vais me répéter un peu, j'ai l'impression que cette volonté de créer, cette volonté de former, c'est quelque chose qui reste comme une mémoire de cette période de l'entre-deux-guerres, comme une mémoire d'un âge d'or qui, avec la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, disparaissent. C'est un peu la mythologie, si vous voulez, des relations franco-tchécoslovaques également, mais toutes les initiatives de ces relations-là, si on réfléchit en perspective historique, la thématique revient toujours dans les années 20 pour se dire quels étaient les concepts ou les structures, et souvent, et je le répète encore, c'est des structures qui ont persisté en quelque sorte jusqu'à nos présents. Merci. Je conclurai peut-être en disant qu'effectivement, en tout cas la période de l'entre-deux-guerres correspond à un âge d'or des relations bilatérales et de cette formation, puisqu'il y a un bref espace entre 1945 et 1948 où ces relations reprennent, mais sont très vite interrompues. J'utilise souvent, pour ma part, la métaphore du mariage, après de longues fiançailles qui ont duré, je dirais, des années 90
jusqu'à 1918. Et on se marie à ce moment-là, au début des années 20. Et puis le mariage est relativement heureux. Les relations entre Paris et Prague sont des relations, de bonnes relations. La tension qu'il y a entre Prague et Varsovie, ou entre Prague et Budapest. Et puis, il y a le coup de semonce de Munich, et puis il y a une longue période, une dizaine d'années, au cours de laquelle les relations sont très ambiguës. Le divorce se prépare, et le divorce a lieu effectivement après 1948, progressivement, comme l'a dit Higashi. C'est une série de phases. Le divorce est officiellement annoncé en 1951, après des soubresauts assez douloureux, et puis une longue période avec parfois les anciens époux qui se retrouvent au milieu des années 60, entre 65 et 1970-71, et puis à nouveau l'éloignement et les retrouvailles de 1989. Cette métaphore, je crois, est assez parlante de ce qu'a été la difficulté de la relation franco-tchécoslovaque sur le XXe siècle. Et effectivement, la mémoire de l'entre-deux-guerres est une mémoire qui est revenue véritablement, qui est revenue une première fois dans les années 60, qui a été complètement brisée bien évidemment par les événements d'août 68, mais qui est revenue sur le devant de la scène après 1989, qui a été évoquée par les deux partenaires, la fameuse statue d'Ernest Denis qui se trouvait sur la place de la Strana et qui avait été bien sûr la première chose que les Allemands avaient détruite quand ils étaient arrivés, parce que Ernest Denis bien sûr incarnait tout ce que les Allemands détestaient, et en particulier la solidarité franco-tchécoslovaque, franco-tchèque. Eh bien on a rétabli, non pas la statue qui était assez particulière, c'était un Ernest Denis assis, une statue, bon, sur le plan esthétique qui n'était pas formidable. Oui, je vais repasser le micro avant d'intervenir sur l'autre livre. On l'a remplacé par une plaque qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la place de la Strana. Pardon, juste un tout petit détail. Ernest Denis, à cette statue, est assis dans un fauteuil et se regarde d'en bas. Donc regarder quelqu'un qui est assis dans un fauteuil d'en bas, c'est pas, vous voyez même pas son visage. Et on l'appelait à l'époque à Prague Chédantiste. Et donc une raison pour laquelle la statue n'est pas revenue sur sa place. Et avant Ernest Denis, il y avait une grande statue de Marshal Radetzky, un grand général des armées autrichiennes. Et aujourd'hui, tout un débat continue est-ce qu'on va de nouveau mettre une des statues historiques à cette place du cœur de Prague. Eh bien évidemment, oui, mais ça va être Marshal Radetzky et pas Ernest Denis, Chédantiste. Bon, merci Higashi pour cette présentation. Gardez précieusement vos questions parce que nous allons regrouper les questions en fin de séance. Je vais vous dire maintenant quelques mots sur cet ouvrage, La France et l'Europe centrale, médiateurs et médiation, et bien sûr le fil conducteur, c'est la contribution de Higashi dont je parlais dans l'introduction. Alors je suis heureux de voir plusieurs auteurs de ce livre présents dans la salle, j'allais y revenir. C'est un ouvrage de 368 pages qui est le premier résultat d'un programme de recherche qui a été lancé en 2013. Et je voudrais ici vous inviter en quelque sorte dans le laboratoire ou les ateliers de l'histoire pour faire la généalogie de ce projet. Comme vous le savez, les historiens travaillent individuellement. Higashi a rappelé ses expériences dans les archives. L'image classique de nos ancêtres bénédictins penchés sur leur mémoire est toujours valable. Nous hantons les centres d'archives et nous sommes des piliers de bibliothèque et nous sommes un peu comme hantés
qui perdait ses forces en décollant ses pieds du sol. Nous, c'est quand nous n'avons plus le temps de fréquenter les archives que nous les perdons. Et je dirais que nos tutelles universitaires, telles Héraclès, essaient parfois de nous étouffer en nous enlevant le peu de temps qui nous reste en multipliant nos tâches administratives, financières, évaluatrices, etc. Mais l'atelier de l'histoire requiert aussi des efforts collectifs. Nous appartenons à des laboratoires désignés par le cycle barbare d'UMR, l'unité mixte de recherche, ou par le terme d'équipe d'accueil. Et ce sont des structures qui, avec les BQR, bonus qualité recherche, les LABEX, laboratoires d'excellence, les IDEX, initiatives d'excellence, fournissent ces crédits qui nous permettent modestement de voyager à l'étranger pour consulter les archives, de nous réunir, d'organiser des réunions scientifiques ou d'y participer pour faire fructifier nos savoirs. Tout cela forme une lourde machine qui est en même temps un maquis dans lequel le chercheur doit savoir s'orienter. Mais à la différence des scientifiques, il y a peut-être parmi vous des scientifiques, nous avons des besoins modestes. Ce sont nos cerveaux qui projettent les particules historiques, nous n'avons pas besoin de cyclotrons. Alors, c'est ainsi qu'est né, au sein de l'UMR CIRIS, Sorbonne Identité, Relations internationales et civilisation de l'Europe, et du LABEX est né, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, un programme intitulé Construction des savoirs français sur l'Europe médiane. Alors pourquoi ce programme? Et c'est là que les thématiques, je dirais, scientifiques et citoyennes se rejoignent. En effet, malgré les élargissements successifs de l'Union européenne depuis 2004, que vous avez tous en tête, nous souffrons en France d'une méconnaissance de l'Europe médiane qui reste largement un angle mort de la vision française et qu'on renvoie de plus en plus dans l'espace médiatique à son statut d'Europe de l'Est. Quand un ministre français me demandait en 2008 à Prague s'il était dans un vrai pays, ou quand un maire d'une ville moyenne de Poitou-Charentes confond la Slovaquie et l'Albanie, on ne rêve pas, on est face à l'inculture européenne de nos élites, j'en passe, et des meilleurs. L'atmosphère slave de Budapest, la confusion entre la Slovénie et la Slovaquie, je n'ose pas parler de l'imbroglio des 3 pays baltes ou des erreurs d'acheminement postaux. Parallèlement, malgré les efforts déployés par quelques institutions et par un groupe de plus en plus conséquent de chercheurs, la connaissance de l'Europe médiane reste faible en France, y compris dans les milieux savants. Étudier comment se sont construits les savoirs réciproques permet donc de voir comment fonctionnent nos sociétés européennes, comment s'élaborent les représentations, comment circulent les flux humains, matériels et intellectuels, comment le monde s'ouvre et se ferme. Comme cette recherche met fondamentalement aussi en contact des Européens de multiples origines, elle donne naissance à de petites communautés scientifiques internationales qui elles-mêmes diffusent des savoirs personnels dans leurs propres espaces nationaux. J'ajouterai enfin que ce programme introduit une forte réciprocité, puisqu'il s'agit de voir également comment se construisent les savoirs européens sur la France. Ces allers-retours me paraissent indispensables pour tisser des relations qui ne soient pas à sens unique, mais permettent au contraire des enrichissements mutuels. Nous formons un monde de la recherche qui constitue de plus en plus un isolat dans des sociétés qui ont tendance croissante à négliger les sciences humaines et sociales. Et c'est un monde qui est de plus en plus menacé. Ce monde donc a besoin d'être solidaire face aux menaces. Je pourrais citer de nombreux épisodes qui pèsent sur des institutions de recherche que les pouvoirs, toutes sortes de pouvoirs, essaient de contourner en les étranglant financièrement ou en créant des institutions parallèles qui leur seraient dévouées.
C'est un processus, évidemment, dont il faut se méfier, dont nous, historiens, nous nous méfions, évidemment, parce que il hypothèque l'avenir. Alors, pour revenir au projet, il a déjà été marqué par 6 rencontres, associant à chaque fois entre 8 et 16 chercheurs. Et ces rencontres sont soit géographiques, ici le résultat de 2 premières sur l'Europe centrale, avant 2 autres sur l'Europe du Sud-Est et sur l'Europe baltique. Et à côté de ces rencontres géographiques, on a aussi des rencontres thématiques